Avoir un site web, c'est bien. Avoir un site web efficace et utile à ton visiteur, c'est mieux. Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web, tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour ? C'est parti. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Je t'avoue qu'au moment où j'enregistre cet épisode, je n'ai absolument pas encore le titre de l'épisode, mais pour moi, ça va un peu ressembler à un best-of de tous les conseils que je donne à peu près sur toutes les plateformes sur lesquelles je me trouve, que ce soit le podcast, Instagram ou encore la newsletter. J'ai compilé tout ça, mais de façon un petit peu en mode audit. Alors si tu ne le sais pas, je fais de l'audit de site internet et donc je regarde un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas. Et je fais aussi des audits sans vraiment le vouloir quand je fais par exemple l'analyse concurrentielle de mes clients. Quand je regarde un petit peu ce qui se fait chez les concurrents ou sur les sites qui leur plaisent, je vois un petit peu quelques erreurs comme ça qui me sautent aux yeux. Et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant de le partager parce que toi, ça te saute aux yeux et c'est peut-être pas le cas pour tout le monde et il y a peut-être des petites erreurs qui pourraient être très très facilement évitées. Allez, on y va, c'est parti. La première erreur qu'on voit très très régulièrement et qui à mon sens pourrait largement être évitée, petit spoiler comme quasiment toutes les autres dont je vais te parler juste après, c'est d'oublier sa page de mention légale. Le RGPD maintenant est en place depuis 6 ans, c'était en 2018, en mai 2018, et la page de mention légale, elle est encore absente de nombreux sites. C'est gênant déjà sur les sites qui existaient avant cette date, donc avant 2018, parce que il n'y a pas la page, mais on peut se dire que ça peut être un oubli ou que la personne ne sait pas faire et que la personne qui lui a fait son site internet n'est plus disponible. Enfin bref, il y a une multitude de raisons qui feraient que c'est plus compliqué. Mais c'est encore plus gênant à mon sens sur les nouveaux sites qui sortent. Chez moi, il n'y a aucun site qui sort sans les mentions légales. Mes clients le savent, c'est un truc sur lequel je ne transige absolument pas. Il y aura des mentions légales sur les sites de mes clients. Et c'est assez simple à mettre en place dans le sens où c'est juste une page qu'on peut diviser en deux, une mention légale, une politique de confidentialité si on veut vraiment bien tout séparer. Et on a désormais plusieurs moyens à notre disposition pour faire ça. On a par exemple le moyen le plus onéreux mais aussi le plus personnalisé, c'est de faire appel à un avocat ou une avocate. Au passage, si tu m'écoutes, coucou à Karine de Moment Tech qui est déjà intervenue à plusieurs reprises sur le podcast. Les avocats peuvent te faire des mentions légales 100% personnalisées qui collent vraiment à tes besoins et à ton entreprise. On a ensuite la partie template que des juristes peuvent te fournir. Donc là, on est sur quelque chose de moins personnalisé. On part sur une base de template et tu la personnalises avec tes informations à toi, mais c'est toi qui fais une grande partie du travail. Et puis enfin, on a les générateurs gratuits qui sont pas mauvais non plus. Dans ces cas-là, moi je recommande souvent Orson.io. Il y a un générateur et je te mettrai le lien dans la barre de description. Avec ce générateur, tu peux très facilement personnaliser tes mentions légales et ajouter des mentions légales qui soient correctes à ton site. À noter qu'avec le petit générateur, ça te prend à peu près 2 minutes à remplir, 3 minutes à intégrer sur ton site et ça t'évite des grosses amendes. Moi, je te conseille de le faire. Deuxième type d'erreur que je vois souvent sur les sites, c'est de ne pas mettre assez de texte. On a tendance à avoir des pages qui sont très très courtes. Alors soit on a un multipage avec les 4-5 pages classiques, mais dans ces cas-là, on a des pages qui sont extrêmement courtes avec à peine un paragraphe. Soit on a un one page, donc tout sur la même page, avec vraiment des bribes, des petits bouts, des petits résumés de résumés. Et à mon sens, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour 2 raisons. C'est pas suffisant pour le SEO. Plus t'as de mots, plus t'as de chances d'être bien référencé parce que plus t'as de chances de retrouver tes mots-clés. Mais c'est pas non plus suffisant pour ton visiteur. Ton visiteur, quand il vient prendre le temps de visiter ton site, il a besoin d'avoir des informations, des réponses à ses questions. Il a besoin d'aller plus loin que si c'était simplement un résumé qu'on lui aurait fait. Un autre petit point aussi dans cette erreur, c'est de se dire « oui, mais ça, je l'ai déjà dit sur l'autre page. J'ai déjà dit ça sur la page d'accueil, je l'ai déjà dit sur la page à propos. » Tu l'as peut-être déjà dit, mais ton visiteur ne va pas forcément visiter toutes tes pages. Et dans ces cas-là, n'oublie pas que l'itération, donc le fait de répéter à chaque fois
des choses qui te paraissent logiques et sensées mais qui ne sont pas forcément pour tout le monde, ça peut être la clé pour convertir ton visiteur en acheteur. Troisième erreur, oublier de faire le lien avec tes autres moyens de communication. Ton site internet, c'est un outil qui fait partie d'une stratégie de communication, de ta stratégie de communication. Donc, on va le retrouver généralement en pièce centrale parce que c'est l'endroit où tout est centralisé, où on peut faire le lien entre tous les autres moyens de communication. Qu'est-ce que j'entends par moyen de communication ? Je parle bien évidemment de tes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, pourquoi pas, mais aussi de ta newsletter, puisque tu peux intégrer un formulaire d'inscription à ta newsletter. Tu peux aussi parler de tes épisodes de podcast, tu peux aussi rédiger des articles de blog, etc. C'est vraiment l'endroit qui va centraliser tous tes moyens de communication. Et souvent, malheureusement, il n'y a pas de lien entre tout ça. Alors soit il n'y a pas de lien du tout, c'est-à-dire que les personnes ne mettent pas ne mettent pas le lien vers leurs réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. ou encore ne mettent pas de formulaire d'inscription à la newsletter. C'est déjà très grave. Mais il y a aussi ce côté où il n'y a pas de lien, c'est-à-dire que quand on arrive sur le site internet d'un endroit, ça m'est arrivé il n'y a pas plus tard qu'hier, au moment où j'enregistre cet épisode, je suis tombée sur le site internet d'une crêperie. Une crêperie, dans l'imaginaire des gens, c'est quelque chose de plutôt festif, c'est convivial, c'est plutôt sympa. Le site était sympa et j'ai voulu regarder leurs réseaux sociaux parce que c'est beaucoup plus facile de mettre à jour les nouveautés sur des réseaux sociaux où on met la recette de la semaine, etc., que sur le site. Ça peut se comprendre. Mais quand je suis arrivée sur leurs réseaux sociaux, je me suis demandé si c'était le même endroit, c'est-à-dire est-ce que les photos étaient les mêmes que sur le site, est-ce que l'ambiance était la même que sur le site ? Eh bien, absolument pas. Et c'est très très déroutant pour ton visiteur parce que il se demande s'il a atterri au bon endroit. Et ce qu'il veut, c'est vraiment avoir une continuité, avoir vraiment cette unité et se dire ça, c'est tel endroit. Avoir une vraie identité de marque, ça, j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais je le répète, c'est quand même très 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 important. Avant-dernier point qui va en mélanger plusieurs et qui va rejoindre la partie où on ne met pas assez de texte, c'est d'avoir un site qui ressemble plutôt à une page de vente. Donc on a bien vu, avoir peu de texte, c'est gênant. Oublier des pages, ça l'est encore plus. Je vois encore aussi beaucoup de sites qui non seulement n'ont pas de page de mention légale, mais qui n'ont pas non plus de page à propos. Alors légalement, c'est pas répréhensible. Marketingment parlant, ça l'est. Parce que tu te prives d'une opportunité de vendre, tout simplement, des gens qui font ce que tu fais. Toi qui es là avec tes écouteurs ou dans ta voiture en train d'écouter cet épisode, réfléchis à ce que tu fais, donc ta profession, ton métier, ton cœur de métier, et demande-toi si tu n'as pas de concurrence, si tu as absolument zéro concurrent. Je suis quasi certaine que la réponse est bien évidemment que non. Et ce qui va faire la différence, c'est pas forcément la façon dont tu vas travailler, parce que ton client, au moment où il va réserver une prestation, il sait pas encore exactement comment tu travailles, ni si ça va lui plaire, mais ce qu'il va savoir, c'est ta personnalité. Il va avoir appris à te connaître, certes, au travers d'un écrit ou de vidéos ou d'images, et peut-être pas en vrai, mais il y aura déjà ce petit lien qui se sera créé, le fait de se dire que derrière le service que la personne va réserver ou le produit que la personne va acheter, il y a un humain, un vrai humain, une personne dont c'est le métier, qui s'est investi vraiment pour ça. Et c'est dommage de passer à côté d'une telle opportunité de vendre, mais aussi d'infuser sa personnalité sur son site. Petit spoiler alerte, une page à propos, c'est pas forcément une page où tu racontes ta vie de long en large et en travers. Il faut sélectionner bien évidemment les parties les plus pertinentes pour ton visiteur. Au passage, je précise que le site internet n'est pas là uniquement pour vendre. C'est sûr que c'est l'un des objectifs d'un site internet de réussir à vendre et à convertir ton utilisateur ou ton visiteur en client. Donc on oublie les sites internet qui ressemblent uniquement à une simple page de vente. Tu sais, les longues pages de vente qu'on trouve pour chaque produit, chaque formation, qui sont parfois interminables et dont on a seulement envie de connaître le prix. Eh bien, il y a des gens qui me font des sites internet comme ça et qui me condensent tout sur une même page sans vraiment qu'il y ait d'intérêt pour le visiteur d'arriver au bout de cette page. Mon dernier point, il rejoint un petit peu tout le reste, c'est un utilisateur qui n'est pas guidé. Je vois encore beaucoup de sites internet aussi sans call to action, donc sans boutons qui vont rediriger, sans boutons qui vont affirmer ce que l'utilisateur va faire.
Je présente par exemple dans ma page d'accueil un bloc avec les différents types de services que je propose, et bien en dessous de ces types de services, en dessous ou sur, enfin voilà, en fonction de comment tu organises ta page, en dessous, j'ai forcément un bouton qui me dit je veux voir les services, je veux en savoir plus, je veux réserver, enfin voilà, qui affirme ce que l'utilisateur veut, même si il l'a pas clairement dit. Il faut le guider et l'amener là où on veut. Je te prends un exemple tout simple. Tu reçois des invités chez toi, ils sonnent à la porte de chez toi, un peu comme ton visiteur quand il arrive sur ton site. T'ouvres la porte de ta maison, j'espère. Donc tu ouvres la porte de ta maison, les invités rentrent, et tes invités attendent comme ça dans ton hall d'entrée ou dans ton couloir ou bref, n'importe où, et toi tu pars vaquer à tes occupations. On est d'accord que c'est pas très convivial, ça manque un petit peu de savoir-vivre, et généralement ce que tu fais, c'est que soit tu prends les manteaux de tes invités, les vestes de tes invités, et tu leur dis d'aller s'installer à tel ou tel endroit, tu leur dis exactement où, plutôt la salle à manger, plutôt le salon, enfin bref, peu importe l'endroit, mais tu leur dis où s'installer, tu les invites à te suivre, tu les invites à faire une action. Eh bien pourquoi tu ne fais pas la même chose sur ton site ? Le visiteur et l'utilisateur, même s'il sait plus ou moins, ton invité, quand il arrive chez toi, il sait très bien qu'il va pas rester dans le hall s'il a été invité à prendre l'apéro. Il sait très bien que vous allez vous poser à un endroit. Mais il attend que tu lui dises, toi, à quel endroit tu veux le recevoir. Pour ton site internet, c'est exactement pareil. Guide ton utilisateur. Montre-lui, fais-lui une visite guidée. Rien qu'avec les call to action, en cliquant à un endroit ou à un autre endroit, il va se retrouver sur telle page et de telle page, il va atterrir sur une autre page et ainsi de suite. C'est ça l'idée de guider ton utilisateur. Alors voilà pour moi ce petit best-of, j'ai envie de l'appeler comme ça parce que c'est des idées que j'ai souvent reprises, que j'ai peut-être explosé un petit peu plus cette fois-ci pour en tirer un petit peu plus d'informations. Mais pour moi, c'est des erreurs qui peuvent être très très facilement évitées, même quand tu as zéro connaissance des sites internet. Guider ton utilisateur, je veux dire de toi-même, tu peux savoir quand tu navigues sur ton site de dire oui, moi je serais allé là ou je serais pas allé là, ou je vais faire voir mon site à tel ou tel ami ou tel membre de ma famille et je vais lui demander de faire un parcours et de voir le parcours qu'il a fait. Pareil pour les mentions légales, le générateur, ça prend pas longtemps. Si tu as un peu plus de budget, je te conseille fortement de voir un avocat qui va vraiment personnaliser tout ça. Et puis pour les textes, là encore, tu peux soit déléguer à un copywriter à qui tu vas parler de ton histoire, soit prendre plus le temps sur tes textes pour les rédiger toi-même. Ça va être plus compliqué, c'est pas toujours évident, mais je pense que ça te sera rendu lors de tes premières ventes. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, et comme à chaque fois, je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode, et je te dis à tout bientôt.